Avant de commencer l'épisode, je voulais te parler. La série sur les commerçants de Montalivet est née d'une envie simple, comprendre ce qui pousse des gens à s'installer dans un village balnéaire et à y construire quelque chose. Un restaurant, un hôtel, une école de surf, un coffee shop. Ces gens-là, on les croise l'été, on leur commande un café, une glace, une leçon, et puis on repart sans vraiment savoir qui ils sont. Moi, j'avais envie de rester un peu plus longtemps, de poser les questions qu'on ne pose pas d'habitude. Pas juste, c'est quoi votre spécialité ? Mais pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous voyez depuis votre comptoir ? C'est quoi votre été le plus difficile ? Montalivet, c'est un village qui vit à deux vitesses. L'été débordant, l'hiver silencieux. Et entre les deux, des hommes et des femmes qui tiennent debout, qui préparent, qui espèrent la prochaine saison. C'est ça que ça nous va veut raconter. Pas une carte postale, une vraie vie. Bon épisode, en espérant que ce concept te plaît. Au lieu de la Mama j'écoute. Un nouvel épisode. Let's go, j'arrive. Roméo, Juliette, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, Jules. Ça va? Bon, à la vôtre? Chin. Bon, Roméo et Juliette, je vous laisse vous présenter pour commencer cet épisode. Moi, c'est San, aka Juliette, ici à la cave. Et moi, Arthur, aka Roméo. Et depuis quand vous avez changé de prénom? Depuis quand San est devenu Juliette et depuis quand Arthur est devenu Roméo? Eh ben, on nous le demande souvent et cette année, ça fera notre on lance notre 4e saison. 4e saison, ici à Montalivet, Exactement. dans cette petite cave où Ouais. on est aujourd'hui. Et d'où ça vient? Comment avez-vous eu l'idée de créer ça? Pourquoi Roméo et Oh, c'est Juliette? une longue histoire, ça. Il y a toute une histoire derrière ça, donc nous on veut tous la connaître. Longue et courte en même temps, parce que j'ai envie de dire, l'histoire de créer un restaurant, ça a été un rêve depuis toujours, et on va en revenir après de pourquoi, comment un restaurant. Mais je dirais surtout que Arthur et moi, on est tous les deux de la restauration et qu'on s'est dit, un jour, ce sera notre tour, on ouvrira notre business et ce sera comme ça. À la base, c'était pas forcément Roméo et Juliette. C'était un autre nom. Quand on a eu l'opportunité, par contre, de ce local-là, ça s'est transformé en Roméo et Juliette. Et ça a vraiment pas duré longtemps pour le. Ok, très bien. Donc là, pour faire un peu court, là, tu nous parles du coup quand vous avez eu l'opportunité d'avoir ce local-là. Ça s'est fait par quelle étape? Ça a été quoi le début? Ça s'est fait dans quel dans quel ordre? L'élément toute cette histoire. déclencheur, ça a commencé par une idée de projet en voyage. Ok, autour d'un voyage. Autour d'un voyage, on s'est dit qu'on aimerait bien se lancer. Et on avait monté le business plan. Et en fait, quand on est rentré, ça nous est tombé un peu dessus. Ok. Ma mère avait une copine à elle qui libérait ce local et qui cherchait quelqu'un. Et elle nous a dit, écoutez, avant que je le propose à d'autres personnes, est-ce que ça vous intéresse? Et là, on s'est dit, pourquoi on viendrait pas le visiter? Pourquoi on viendrait pas le visiter? Donc on est venu 3 jours après le retour de vacances et le début local, le début de location a commencé 3 semaines après. Et on arrive, on voit le chantier, mais on se dit qu'il y a du potentiel. Et là, on s'est dit, let's go, c'est parti quand même. Finalement, c'est un peu comme une histoire d'amour, ça vous est tombé dessus. Je pense, ouais. Je pense que c'est Petit un peu coup la de même chose. foudre, C'est un peu la même chose et c'est pour ça qu'on a voulu un peu le retransmettre pendant 4 ans. Roméo et Juliette, c'est évident. Je t'aime mais j'ai soif, bien sûr, chez nous. Donc, c'est évident aussi. Donc, ça s'est fait comme un coup de foudre, ouais. Ok, donc une fois que vous avez le local, vous avez copié le business plan que du coup vous avez fait en vacances, ou tout a été repensé Alors, la vraie avec histoire, le local? La vraie histoire, c'est que nous étions en vacances et nous avons reçu le business plan d'un de nos copains de commerçants de la rue aussi. Et le business plan était incroyable. Cette personne avait ouvert son propre commerce 1 an avant nous. Et en fait, ça nous a donné... Enfin, moi, personnellement, ça m'a donné envie d'écrire mon propre business plan. Je me suis dit, go, même si le resto, on ne l'ouvre pas demain, même si c'est dans 5 ans, 10 ans, au moins, j'ai l'expérience déjà d'écrire mon propre business plan. Et la concrétisation un peu de notre projet à tous les deux sur papier. Même si c'était un projet qui était 100% dans notre tête. Donc, on a commencé à écrire, mais vraiment pour le fun.
comment on aurait pu organiser ci, qu'est-ce qu'on allait faire à la carte, est-ce qu'on allait prendre quelqu'un, parce que à l'origine, aujourd'hui on fait des tapas, mais aucun de nous deux est de la cuisine, donc c'était un peu compliqué. Mais c'était des idées lointaines, donc on a écrit sans vraiment réfléchir. Et c'est plus tard, quand l'opportunité du local est venue, qu'on a un peu remodifié ce business plan. On avait la chance de l'avoir et de se baser sur quelque chose, mais ça correspond absolument pas ici. Donc on s'est remodulé à la cave de maintenant pour À l'emplacement Ouais. qui est idyllique à côté du marché. Ouais, c'est ça, parce qu'on se retrouve vraiment à 2 pas du marché. Oui, Le on est marché même est juste dedans. derrière nous, il est là. Ouais, on est même dedans et c'est pour ça que tu pouvais pas monter n'importe quel restaurant non plus et que la cave pour nous c'était évident. Ok. Mais aussi parce que tu le vois très bien et je pense que vous allez le voir en vidéo, c'est pas très grand ici. Donc Non. accueillir des gens, tu peux pas en accueillir 10 000. C'est pas très grand, mais on en reparlera dans cet épisode. Vous arrivez quand même à emmener pas mal de monde. Hein. Là, sur ça, c'est magnifique. Bon, le business plan, vraiment sur un coup de tête. On se dit, on va s'occuper pendant les vacances. Il y a un copain à nous qui a fait quelque chose. Pourquoi pas nous aussi prendre inspiration et juste pour le kiff. Ouais, c'est ça. De base, c'est exactement ça, juste pour le kiff. Et finalement, Et finalement, 4 on ans rentre après, on est là. Et on rentre de vacances et même un mois après, c'était Chantier. le rush total parce qu'il faut quand même se dire qu'on est rentré en mars. La début de saison ici, c'est avril. Ouais. Donc on avait un mois pile poil. Vous étiez où On était en Indo. En Indo. Ouais, tranquille. ouais. Donc pas du tout quelque part où finalement tu te consacres à ce genre de projet. Mais on est rentré et tout s'est monté en un mois. Et ça, c'est allé hyper vite. C'est-à-dire qu'il fallait faire les travaux, mais il fallait aussi créer une entreprise en un mois. Et les papiers, ça dure pas 2 semaines. Donc tout devait aller super vite d'un coup. Avant de revenir à la cave, à Roméo et Juliette, on va creuser un peu plus vous, votre vie, votre parcours. On va reprendre avec toi, Roméo. Qu'as-tu fait avant d'en arriver là? Ton parcours, on va dire, global, général de ta vie, scolaire, après les petits boulots, s'il y a eu, et le cadre familial qui est quand même important, je tiens à préciser, du côté de Roméo. Alors, né dans le Médoc, de parents charentais, Ouais. pour les puristes. J'ai grandi du coup à Soulac, Ouais. école de Soulac, Vandaïs et après l'Espar. Et après j'ai fini en bac à Bordeaux, à la Brède. Ok. Et après études sup, j'ai fait un BTS viticulture œnologie Ok. qui m'a permis d'apprendre toute la partie technique production en viticulture et en œnologie, tout ce qui est dégustation, tout ça, c'était hyper intéressant. Du coup, je l'ai fait en alternance, ça c'était top parce que j'ai vraiment pu apprendre la partie technique aussi en plus de la partie scolaire. Donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment super. Par rapport au cadre familial, on a un peu eu la même enfance avec San. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est un match entre nous. Nos parents ont tous les deux eu des campings et du coup, depuis gamin à 14 ans, j'ai commencé à faire les saisons. Au début à l'épicerie à travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y a juste un membre de ta famille qui arrive. Alors rigolons, Ah ben voilà. c'est pas si t'es là, toi. Hein. Mais non, c'est vrai que t'es là de bonne heure là, mon Bernardo là. Parce que hier, je t'ai appelé. Non. Tu t'es pas couché, là? De quoi? Tu t'es pas couché? Bah si, il faut là. Là tu vois dans l'apéro là. Non, on boit du jus de Il est au jus de raisin. raisin pour Bernard. Tu vas me faire un café, s'il te plaît? Bon allez, le truc. Comment C'est pas ça ça. se fait que vous êtes si tôt? Mais parce que là on est en plein tournage là, il y a on la caméra derrière toi. Regardez, on enregistre. Tu m'as coupé en plein one man show là. Il parlait de toi justement. Ah bon? Il disait Qui c'est qui nous dit? ouais, mon grand-père il dit le champagne fort fort. Donc j'ai dû me faire pareil que lui dans le vin. Il dit pareil. Oui. Mais on peut en profiter pour interviewer le grand-père. Hein. Bah ouais. C'est clair. Tu veux faire partie de l'interview? On parle de la naissance de la cave à vin et pourquoi Arthur s'est dirigé vers le monde viticole. Non, Et il disait que c'était dans un cadre familial. Ouais. Ça venait de son Ah, cadre tout le monde familial. est dans la famille. Alors, son père, ses Et- grands-parents, Et toi quand même aussi. tonton,
tout le monde aime le vin. C'est vrai. Mais toi, tu as aussi un peu bossé dedans quand même. Ah ben, toute ma vie, un peu. Voilà. Toute ma vie. Du coup, dès Noël, les bonnes quilles de rouge à table. C'est pour te mettre dans le bain, gamin, avec Le champagne. le champagne aussi. Et là, fallait pas que tremper que les lèvres. Non. Fallait pas tremper que les lèvres. Oh, goûter un petit peu. Un petit peu de vin rouge, un petit peu d'eau. Et plus tu vieillis, moins il y a d'eau. C'est ça, mon arrière-grand-mère, elle faisait ça. Quand elle venait à la maison, elle mettait du vin avec de l'eau. Mon père faisait ça. Ok. Mais ça se fait plus, ça, maintenant. Tu le ferais, ça, toi? Ah non, pas du tout. Je bois un Mettre verre de- d'eau. Et Et après, un après, verre de prends un vin. verre de vin. Ah, ouais, bien sûr. Et après, tu fais chabron encore quand même. Oh, plus beaucoup. À la chasse, si. C'est quoi ça? Tu vois pas ce que c'est chabron? C'est quand t'as la soupe. Ouais. Quand il reste un peu de soupe, tu mets un peu de vin rouge dans ta soupe. Et tu fais chabron. C'est le mélange soupe, Soupe vin rouge. soupe vin rouge. Et après, t'arrives à la fin. Eh oui. Et là, Tu vas finis imbibé comme les croutons. Ah, Après, les puristes, ils font cognac, cognac soupe. Hein. Ils prennent le Dijon avec la soupe. Quoi. Qui? Les puristes. Ah bon? Ils mettent un peu de cognac ou de pinot avec, pour faire chabron, non? Tu finis la soupe, t'es rôti, quoi. Oui. C'est clair. Aïe, aïe, aïe. T'as pris quel vélo, là, pour venir? C'est comme qu'il y a de la soupe alors à la cave. Les vélos qu'on a achetés, là. Celui-là, là, le gargolant, Ouais. il est débridé, au moins. C'est comme tu fais de la soupe à la cave. Tu bloques à 25. Histoire 27. qu'on vide tout ça dedans. Je suis avec mes copains. Chabron qui- aussi, c'est Chabron. On est à 27. Eh oui, hein. Chabron, ça s'appelle? Chabron. Chabron. Chabron, ben on va mettre ça à la cave, C'est à la charentais, cave. ça? Comment? Peut-être, Je je sais ne sais pas. Ou Godaille, y a pas un truc comme ça? Godaille, c'est pareil. Est-ce que Chabron, Bernard, Godaille. on se posait la question avec Arthur à l'instant, là. Du coup, tu te considères comme charentais ou comme médocain? Charentais. Ah ouais? Pure souche? Mais t'as habité toute ta vie dans le Médoc? Puis Non. le business est dans Non, le il a Médoc. grandi. Non, jamais dans le Oui, Médoc. mais ton L'hiver, business tu est sais dans... t'as jamais passé un hiver dans le Médoc? Non. Oui, mais ton business, il est dans le Médoc. Oui, mais bon. Ouais, mais enfin, à ce moment-là, quand on a acheté le camping, et papa, j'étais sur la route. Ouais. Tout le temps. J'étais sur la route. Maryse, après arrêter son boulot, et non, c'est quand on s'est séparés de Jackie. Et ça, c'est Ouais. maman a arrêté complètement. Et après, parce que toi, t'as arrêté quand? Tu l'as gardé longtemps, la J'ai carte? arrêté à la retraite, Ah ouais? 61 ans. Ok. Ah, tu gardais et le camping et ton Quand tu ticket. dois beaucoup d'argent, c'est comme ça que tu fais. C'est vrai. Ouais. Et le camping et le champagne. C'est quoi qui marche le mieux, le camping ou le champagne? C'est différent. Non, ça n'avait rien. Au début, j'ai gagné des sous chez Moum. J'étais agent Moum 8-10 ans. Ok. C'est le champagne. Ouais, je connais, ouais. Fort de Rouge, Chivas, à cette époque-là, on a lancé tout ça. Ok. Là, on a mis des... Et Ok. on allait au sport d'hiver, ça ne nous coûtait pas une thune. Hein. C'était les primes. Non, mais j'ai dit, c'est pas grave. Donc, j'étais là. Je suis parti dans les Deux-Sèvres à 8 heures à la cave et je les ai attendus. Et ça, là, ça s'est pas bien passé du tout. Le gars de la cave avait peur. Tu es arrivé avec le fusil ou quoi? Non, peut-être ça. Avec des intentions, quoi. De mettre les choses au clair. Alors, le directeur, lui, j'ai dit, tu viens avec moi, il y avait une pâtisserie. Je me suis dit, là, on a été dans la pâtisserie, tous les deux, et on a discuté beaucoup et fort. Parce que la femme arrivait de temps en temps. Elle disait, qu'est-ce que vous êtes? Tout va bien, messieurs? J'ai dit, soyez tranquille, tout va bien. Et là, ça s'est mal passé. Donc, j'ai reçu là une lettre recommandée encore, en me disant que j'avais été désagréable avec le directeur des ventes. Parce que lui, ce petit gars, ce qu'il faisait, on m'avait prévenu déjà, il avait sa copine, à qui il piquait les cartes de tous les agents autour, comme ça, il lui mettait à son nom. Et on me foutait le bas. Voilà. C'est ce qu'on m'a expliqué aussi. Et la margarine, c'est venu à quelle étape, ça, déjà? La margarine, non, là, ça a été au début. C'est quoi la margarine? J'ai C'est vendu de la margarine.
C'est quoi? Pour les boulangers pâtissiers. C'est l'ancien Du beurre. beurre. Ok. Pendant 20 ans, j'ai fait ça. Et mes copains, tout le monde s'est pété de ma gueule. Hein. Surtout quand j'étais chez vous. Ils me disaient, t'as un costard toute la journée, tu mets ta blouse à la con, là. Et on les vend tes caisses de restaurant. Mais j'ai dit, oui, ça va me payer ma maison. Et donc, ça m'a payé ma maison. Voilà. Attends, je lui demande s'il y a une fois ça s'est bien terminé. Jamais. Jamais. Et là, tu t'es peut-être dit, au bout d'un moment, c'est peut-être toi. Non, mais si tu veux, c'est pire. Chez Moum, par exemple. Julio de la Mama, j'écoute acte 6 et c'est parti. Bon, on a été interrompu par le grand-père. On était en train de parler du loup, il est arrivé. Juste avant ça, du coup, on va reprendre, on parlait de ton enfance, du coup, dans le camping. Comment ça se passait? Tu disais, tu travaillais un petit peu à l'épicerie, un peu ici. un Ouais, peu au là. tout début, j'ai commencé à ramasser les papiers, avoir la petite pièce. Après, épicerie, faire cuire le pain, le soir un peu le bar. Après, j'ai fait un peu de cuisine pour aider pour les soirées moules frites, la plonge, plus la plonge, on va pas se mentir. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à grandir, à prendre en maturité. J'ai eu des postes de plus en plus à responsabilité, jusqu'à finir au bar de nuit et bar et restauration en boîte salle commande. Et ça m'a vraiment forgé mon apprentissage dans le milieu, même le contact humain, tout ça. Après, ma mère a racheté un gros resto sur Montalivet. Et là, ça a été vraiment l'élément qui a lancé le truc. Après, j'ai re-enchaîné avec une saison au camping. Et ça m'a vraiment donné goût à la restauration, à faire du bar, de la cuisine, de l'envoi. Ok, très C'est là où j'ai vraiment pu toucher à tout et faire mes armes qui me servent aujourd'hui. Et pourquoi, du coup, comme tu l'as dit précédemment, et pourquoi, du coup, choisir un BTS autour du vin lorsque tu as une famille de restaurateurs et pas se tourner vers une école de restauration? Eh ben en fait, tout simplement parce que à ce moment-là, ben, du coup, mes parents étaient dans la restauration, mais ils ont tous eu un passif, que ça soit mon grand-père et ma grand-mère ou mes parents dans le milieu viticole. Donc ma mère, elle, pour la petite histoire, elle était dans l'onotourisme à Lingebage, dans des gros châteaux. Elle a fait aussi d'autres maisons dans le Médoc. Et à côté de ça, mon père, lui aussi, a fait un BTS Vitiono. Ok. Et avant ça, mon grand-père était agent, du coup, ce qu'il vient de nous raconter pendant cette interruption, il était agent multicarte pour des grosses marques de champagne. Du coup, on a toujours eu ce rapport au milieu du vin, dans la famille, tout ça. C'était à chaque fois les repas de Noël, goûter des bonnes bouteilles, tout ça. Et surtout, l'élément déclencheur après mon bac, ça a été mon père et mon oncle qui viennent me voir et qui me disent, voilà Arthur, on a la possibilité peut-être d'acheter un vignoble dans le Médoc. Est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que ce milieu-là te donne envie? Et je me suis dit, bah écoute, là je sors d'un bac STMG, Ouais. donc en marketing. Et je connaissais rien dans le milieu du vin, à part le servir à table au camping, je connaissais rien dans le milieu du vin. Et je me suis dit, bah écoute, plutôt que de le vendre, le vin, je vais apprendre à le faire et je pourrais mieux en parler le jour où je le vendrai. Et donc ça s'est lancé comme ça. J'ai fait mon premier stage dans ce fameux château que mon oncle et mon père voulaient acheter. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce milieu de fou? Ok. Je sors depuis gamin de saison à voir du monde partout. Et là, j'arrive dans un petit château de 6 hectares. Le patron, pas un employé. Je me retrouve à la vigne du matin 8h au soir 17h, tout seul, sans voir personne. J'étais fou. Moi qui suis habitué à voir du monde, à avoir un contact humain, je me suis dit, là, les journées sont longues. J'arrivais le soir, je disais, mais je peux pas continuer. Le stage a duré 6 mois. Ok. Non, 8 semaines, pardon. 8 semaines. Je m'emballe un peu, désolé. Et le stage a duré 8 semaines. À la fin du stage, j'ai dit à mes parents, On n'achète pas de château. non, mais je veux arrêter le BTS. Enfin, je leur ai dit, c'est pas Ok. c'est pas un métier qui me plaît, je m'ennuie, ça me fait pas vibrer le T'avais matin. vraiment besoin de ce contact avec Ah la ouais, clientèle, genre vraiment, avec les gens. Même voir du monde. Ouais. Genre être tout seul à 18 ans, quand tu sors de saison, à voir du monde. Là, du coup, je sortais de ma saison en août. Et le 15 septembre, Seul j'étais face tout aux seul. lignes. Ah, là, c'était long. Là, c'était long. Quand il me disait, va baisser les cavaliers enfants. Enfin, c'était toute la journée à marcher dans les rangs de vignes. Et au final, dans cette mauvaise aventure, on s'est rendu compte que le château était
pas ce qu'ils nous vendaient. Il y avait des manquants partout, c'était un navet, quoi. Ouais. Alors ça valait pas le coup, et grâce à ce stage que j'ai fait, mon oncle et mon père ont approfondi Les recherches. les recherches Et et t'as- se sont et t'as rendus sauvé la compte, famille. bon, j'ai pas sauvé la famille, mais je pense qu'on a évité de manger des sous forts, quoi. Ok. Et donc après, ils m'ont dit refais un stage dans un autre château pour développer le truc. Ça se trouve c'était cette expérience-là qui était mal passée. Et au final, c'est vrai qu'après j'ai fait d'autres stages et ça m'a donné goût à ce milieu-là. Rencontrer des bonnes personnes, des personnes passionnées qui transmettent des bonnes valeurs et qui te donnent envie d'aimer le vin. Et au final, j'ai adoré durant ces 2 années de BTS être entouré de personnes qui aiment ce milieu et qui m'ont donné l'envie d'aimer ce travail. J'ai bossé, petite dédicace à Clomanou. J'ai fait mon alternance chez eux la 2e année et j'ai passé un an de fou à faire du chai, de la vigne. Ça a été vraiment hyper polyvalent. Et après, à côté de ça, toujours travailler en restauration les saisons Ouais. et vraiment avoir un contact avec les viticulteurs, l'été voir du monde. J'étais vraiment épanoui et après ça s'est lancé comme ça. Donc je suppose que dans la cave Roméo et Juliette, c'est Roméo qui s'occupe de toute la partie vin. Exactement. C'est lui qui nous remplit les étagères, c'est lui le connaisseur. Exactement. Voilà. Ok. Bon, San, Juliette, à toi maintenant. Donc du coup, toi aussi, t'as connu l'enfance dans un camping. Oui, exactement. Mes parents avaient un camping aussi. Nous, de base, on est des Pays-Bas et on a déménagé avec toute la famille ici en France, mais pas de ce côté de Médoc, justement de l'autre côté, dans le Blayais. Donc mes parents ont repris un camping là-bas qui tombait un peu en ruine et l'ont retapé. Donc j'ai connu mon enfance sur un camping de A à Z. Les saisons étaient un peu plus longues qu'ici, c'est-à-dire que ça partait de avril et ça allait jusqu'à novembre facile. Mais bon, t'as quand même ce rythme saisonnier, été, hiver. Donc l'hiver, tu vois tes parents à Bâle. L'été, tu les vois pas du tout. Et quand tu commences à devenir ado, pré-ado, tu deviens le meilleur employé de tes parents. Et donc c'est là en fait où tu mets la main à la pâte et tu commences. Mes parents sur le camping, au-delà de ça, ils avaient un restaurant. Ma mère était en cuisine, donc un peu le même système qu'aujourd'hui. Mon père en salle. Ils en connaissent rien dans le vin pour le coup, mais on était quand même dans un milieu viticole, donc il fallait jouer le jeu pour les touristes qui arrivaient. Et nous, avec mon frère, on n'a jamais touché à la cuisine, mais on a toujours été en salle à servir les clients, à avoir ce contact. Et c'est un peu, au final, grâce à mes parents que tu établis un contact client où tu as cette facilité aujourd'hui de parler avec les gens qui plus professionnel, mais aussi perso, où tu sais mettre, t'épargner de cette distance et plus avoir un contact un peu plus naturel avec les gens. Tu l'apprends petit, au final, quand t'es grand, ça se fait C'est naturellement. plus naturel. Donc pour l'un comme pour l'autre, vraiment cette enfance dans le Ouais, milieu de la je pense que restauration, des campings, ça vous aide C'est énormément. une valeur du travail. je Moi, je pense pense que aujourd'hui, c'est au-delà de nos ça. parents... Pas forcément lié au camping. Moi, pour le coup, c'était vraiment l'accueil dans la restauration qui m'a fait devenir Ok. comme ça aujourd'hui. Je pense qu'Arthur, dans le fond, c'est un peu ce qu'il remarque aussi. Mais l'avantage, c'est qu'on C'est ait pas eu faire la le même ménage, famille. Enfin, pas la même famille, mais le même style. même cadre de- même cadre de d'enfance. vie. Au final, aujourd'hui, dans la cave, la question qui revient le plus, c'est mais vous êtes ensemble et vous Pas trop arrivez compliqué. à travailler ensemble. C'est Ouais. vraiment, moi, je pourrais pas le faire. Et j'entends plein de fois par jour, moi, je pourrais pas le faire. Et je pense que c'est parce que justement, on s'est rencontrés dans le monde du travail et que justement, on vient du même cadre de travail qu'on sait ce qu'on fait. Et c'est, pour nous, ça nous paraît logique, donc c'est pas compliqué. Ouais, c'est la Depuis tout jeune, on a vu le travail c'est le travail, ils nous ont inculqué entre guillemets, je pense, ces valeurs du travail. Et aujourd'hui, on sait quand on est à la cave, on met notre vie un peu sentimentale de côté, même si c'est Roméo et Juliette, on se fait des petits bisous en cuisine à des moments, mais c'est pour mieux rebondir et être performant derrière, parce qu'à deux, la cave, faut pas chômer. À deux, ça tourne bien. À deux, on est très contents, ouais. Ouais. Après, on va pas se mentir, on n'est pas tout le temps deux. Il y a Ouais. des fois, on a quand même l'aide de personnes extérieures, mais à deux, ouais. Ça... Spécial dédicace à Tommy. Spécial dédicace. Le plongeur officiel de la cave Roméo et Juliette. Et donc, ouais, non, à deux, ça marche bien. Ok, c'est cool. Donc là, on vient de finir un peu sur vos cadres de vie. San, tu nous as parlé de ton environnement familial, mais ton parcours scolaire. À quel âge es-tu arrivé en France, natif des Pays-Bas?
Est-ce que tu as eu un parcours différent scolairement? Non, absolument pas. Aux Pays-Bas, en fait, on va 1 an, voire 1 an et demi plus tard à l'école qu'ici. Donc, Ok. quand je suis arrivée ici, en fait, j'avais l'âge d'aller à l'école française déjà bien avant. J'ai fait tout mon parcours scolaire en France. Donc, école maternelle, collège, etc. T'es arrivé jeune ici. Ouais. Mis à part le fait que, du coup, moi, je me suis arrêtée au lycée, c'était volontaire. Mon rêve de base, c'était de devenir hôtesse de l'air. Ok. Donc, quand il y a eu la période de Covid, j'ai eu mon bac gratuitement, si on peut dire, donné en tout cas. Et je me suis inscrite dans une licence de lettres dans la foulée parce que je me suis dit, si j'apprends l'espagnol, vu que je suis déjà trilingue de base, je me suis dit, ça peut être un atout de fou. Et je peux facilement monter en grade dans le milieu de l'hôtesse de l'air, ce qui était vraiment mon rêve. Donc, j'ai commencé ça, sauf qu'avec l'arrivée du Covid, les études sur Bordeaux, je pense que j'ai tenu... Enfin, j'ai tout fait à distance et j'ai tenu 6 mois, donc je peux pas vraiment dire que j'ai entamé des études après le bac. Mais j'ai eu mon bac et ensuite, j'ai commencé à faire les saisons à Montaille. C'était un peu mon arrivée sur Montaille parce que je suis pas née ici. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai grandi dans le Blayais. Comment t'es arrivé du coup? Comment vous avez fait pour traverser entre guillemets la Gironde? En fait, aux Pays-Bas, on habitait... Avec le bac. Avec le bac, Pardon. oui. Aux Pays-Bas, on habitait déjà sur la plage et mes parents sont d'une famille de kitesurfers, c'est-à-dire qu'on fait du kitesurf. Et on est tous dans le milieu de la mer. Et au final, le Blayais, certes, à côté de la mer, mais c'est pas la mer, c'est la mer marron. Ouais. Donc, on avait toujours ces 45 minutes parce qu'on était vraiment dans le nord Blayais. C'est 45 minutes pour atteindre Royan ou Saint-Georges. Et à force, 45 minutes, quand tu les fais tous les jours, c'est long. Ouais. Pour tout le temps aller à la plage, etc. Et c'était vraiment le Médoc, en fait, c'est l'envie de se rapprocher de la mer. Ok, très bien. Et c'est réussi. Et c'est arrivé quand ça du coup? Il y a 6 ans, du coup, maintenant. Donc il y a 6 ans que tu es sur Montalivet. Exactement. Vraiment à l'époque du Covid, c'était juste avant était le déménagement et après le premier confinement ici. Donc, Ok. ouais. Et du coup, plusieurs saisons ici sur la station? Je dirais une saison. Ensuite, mes parents sont en Espagne l'hiver, donc j'habite pas là à l'année. Je suis repartie du coup en Espagne l'hiver. Et ensuite, la deuxième saison, ça a été un peu la saison pour moi qui a marqué mon arrivée à Monta parce que j'ai commencé à connaître, mais aussi les gens en fait qui habitent ici depuis très longtemps. Et c'est ça qui fait la différence quand tu fais une saison et que tu rencontres les saisonniers et que tu fais une saison et que tu rencontres les locaux. Et dont Roméo d'ailleurs, c'est pour ça que la saison m'a le plus marqué. C'était vraiment la saison en fait qui a déterminé le fait que je ne retourne plus en Espagne l'hiver. Ok. Je suis restée et notamment pour vivre l'amour. Ok. Vous êtes rencontrés comment? En saison, dans le monde du travail, je dirais, je dirais même. En fait, j'ai travaillé pour sa maman. Chez Simone. Voilà, Okay, exactement. Et c'est ça. Après, Montalivet, pour le rappeler, c'est un tout petit village. Oui. Les commerçants se connaissent rapidement, mais les saisonniers se reconnaissent rapidement aussi. Ouais. Tout le monde connaît tout le monde. Et donc, tu te rencontres vite. Ok. Et là, c'est parti. Tu t'es dit, je reste ici. Et là, coup de foudre, je suis restée et après, ça a commencé. Les hivers, vous avez continué de voyager, du coup? On a voyagé, oui. Quand vous êtes retrouvés en Indonésie? On a voyagé, mais on a aussi fait plein d'autres choses. La cave, du coup, c'est venu 1 an après notre rencontre. Ok. Donc, on a fait, comme Arthur le disait déjà, il a fait un BTS Ono. Donc, juste après les saisons, il enchaînait les vendanges, même pendant qu'on a créé la cave. Parce que la cave, tu montes un projet, mais tu sais jamais si ça va marcher à bout ou si quoi que ce soit. Donc, on faisait les 2 premières saisons à la cave. Arthur a enchaîné avec les vendanges, ce qui tombe parfait parce qu'ici, en août, ça redescend. Enfin, fin août, début de septembre, ça redescend. Mais c'est la pleine saison. C'est parfait, quoi. Ouais. Pour les vendanges et pour les vignerons qui travaillent ici dans notre région. Et moi, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche. J'ai servi dans plusieurs restaurants de Montalivet, mais j'ai aussi travaillé dans une pépinière. J'ai aussi travaillé à côté dans une boutique de vêtements. J'ai plein de choses, plein de petits boulots à côté. Plein de petits boulots qui font qu'en fait, on a trop envie de voyager l'hiver et il faut le financer. Donc il y a. Après, l'année avant la cave, t'as quand même une opportunité intéressante sur Montalivet avant. J'ai une très très belle opportunité et je pense que c'est important de le mentionner et ça m'a beaucoup aidé, je pense, et ça nous a beaucoup aidé pour la cave. 1 an avant de créer la cave, donc c'était vraiment l'année où je suis arrivée à Monta, je rencontre quelqu'un sur la station qui me propose en fait de monter ensemble en tant qu'associés une boutique de maillots de bain.
Et cette personne-là me dit, écoute, je sais que toi, tu connais rien, mais l'avantage, c'est que je vois le potentiel en toi pour gérer la boutique. Moi, donc la personne parle en son nom propre, moi, je finance, je monte le projet, mais on s'accompagne mutuellement dans les qualités qu'on a mutuellement. Donc, l'avantage, c'est que cette personne m'a pas tout appris, mais m'a donné des bonnes bases, ce qui fait que j'ai vu comment on se crée une entreprise chez le comptable. J'ai vu déjà comment on allait chez le comptable, parce qu'à 18 ans, c'est pas souvent qu'on va chez le comptable. Donc, maintes reprises, on va chez le comptable, maintes reprises, on va au rendez-vous à la banque, chose que je n'avais jamais faite. Et en fait, il finit par m'expliquer comment se montre une entreprise, etc. Comment on fait ci, comment on fait ça, comment on fait les bilans, comment on compte une caisse à la fin de la journée. Plein de choses, en fait, que je n'avais jamais fait et qui m'ont vraiment ouvert la porte pour l'année d'après. Du coup, tout s'est enchaîné rapidement. La création de la cave, Arthur et moi, on avait beau avoir travaillé dans plein de restaurants différents. Quand t'es pour toi, c'est différent. Quand tu c'est veux rien pour faire. toi, il y a plein de choses que tu ne sais finalement pas du tout. Et moi, je sais que cette personne m'a beaucoup appris et que ça m'a beaucoup aidé la première année. Ok. Ouais, vraiment, c'est la première année d'ailleurs où j'ai cumulé les deux, où j'ai travaillé pour elle et pour la cave. Voilà. Pour la cave, pour vous. quand on se faisait déboîter, j'étais tout seul ici. Je l'appelais le dimanche, je me rappelle, après le marché. Le marché ferme à 14h10, retour de marché, terrasse noire de monde, tout seul à la cave. J'appelais Sal. Viens vite m'aider! La terrasse est complète, dépêche-toi! Ouais. Et elle arrivait. Samir, je suis désolé, je dois y aller, Arthur, il m'a dit. Ok, après Samir a quand même été cool de pouvoir libérer San. Ah, mais 1000 fois, il était Franchement, compréhensible 1000 fois, donc c'était- c'était génial. C'était vraiment, tout s'est déroulé parfaitement, mais parce qu'on était entouré de que des De bonnes personnes, bienveillantes, et la cave s'est vraiment bien lancée, même pour les travaux au début, quand on a récupéré le local, il y avait des travaux de malades, c'était pas à notre On a goût, été c'était aidés un par- kebab avant, c'était une boutique de fringues avant, il y avait la cuisine, c'était du sable avec des palettes et du lino, c'était moisi dessous, enfin c'était un chantier, c'était ghetto C'était quoi. un chantier et on a été aidés par plein de gens et Ouais. c'est ensemble que tu fais beaucoup, donc Et surtout, on avait un mois, même pas un mois. Enfin, notre bail commençait 2 semaines après la signature. Donc là, fallait Donc là, fallait carburer. Donc là, tous les jours, refaire la devanture jolie, les coups de peinture. Heureusement, ça n'est quand même très bricoleuse. Donc on était tous les jours, tous les deux, à bricoler dedans. Et en plus de ça, comme on le disait tout à l'heure, faire la carte des vins. La carte de nourriture qui était beaucoup moins quali que maintenant, mais il y avait quand même un peu savoir les marges, savoir où tu vas, quel produit, la En fait, chance tous les qu'on deux, avait. comme on t'a dit, certes, on a eu l'expérience de la restauration due au cadre familial. Arthur a eu l'expérience du vin due au cadre scolaire, mais à aucun moment donné, on a l'expérience commerciale. De la gestion qui vient- d'entreprise. Non, de la gestion d'entreprise surtout. Oui, Parce que voilà. petit aparté, ça fait 4 ans que la cave est ouverte. Exactement. Vous avez quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai fait 26 ans. Et moi, je viens de faire 23 ans. Donc, on est jeune. Et Donc il y a 4 ans, tu avais 19 ans. Oui. J'ai ouvert la cave à 19 ans. Ok. Et à 19 ans, on a rarement des connaissances du commerce. On connaît pas autant. le On n'a pas comptable. nos copains. À 19 ans, on connaît pas, on connaît rarement le comptable. Si. Maintenant, Du coup, oui. j'ai eu la chance, j'ai mais- connu le comptable. mais oui, non, à 19 ans, souvent, tu sais pas autant que plus vieux, hein. Non, mais on n'avait Et, pas d'expérience là-dedans, surtout au début quand on arrivait. Genre, Ah, mais là, on a fait n'importe quoi. Il y a Oui, eu plein de périodes et encore jusqu'à il y a même pas au niveau longtemps, des quand marges tu- sur certains produits, on se dit, mais on a Quand été tu des sais- merguez. Quand tu sais pas, tu fais n'importe quoi, mais à aucun moment donné. Mais c'est à on force s'en de veut faire qu'à la aujourd'hui. fin, Ah Ah oui, ils non, en c'est êtes là sûr. aujourd'hui. pour Et ça. même toujours bien conseillé, dès qu'on avait des questions, mine de rien, ma mère elle nous a quand même bien aiguillé sur les, enfin genre aller négocier les prix. Nous on arrivait dans les commerciaux, oui il nous faudra un jambon, oui ça. Et l'année d'après elle nous a dit vous avez négocié les prix? Ah, bah non. Donc là j'arrivais, je prenais mon listing des produits qu'on Mais avait, c'est des choses le qui ont prix. l'air absurdes parce que toi tu es là, mais il m'a dit le prix. Et donc naïvement tu te dis c'est le prix. Et il dit ah mais non. Et au faut final, négocier, ça l'année dépend. d'après, Et en fait, 6 euros de moins au kilo. Ah, Ouais. mais là, je peux te dire que maintenant, j'arrive avec tous mes prix, je fais 6 euros, tu peux pas faire 7? Oh, allez, vas-y, tu vois. En fait, c'est vraiment, tu que prends ça soit ça ou autre, mais en fait, dans un business, tu prends en expérience, vraiment. tu prends l'expérience et surtout, faut être quand même polyvalent. Enfin, je vois, San est très forte c'est elle qui fait toute la com de la cave. Après, faut gérer les marges, faut gérer les achats, faut faire la compta. Et sur ça, vous répartissez comment les tâches? Je pense Est-ce qu'il y a qu'on des est- tâches bien précises à chacun? Oui.
Ou Ouais, quand même. Il y a qu'une tâche bien précise à chacun, c'est-à-dire que quand on ouvre la cave, je fais à manger, il sert à boire. Ok. Et sûr. Et Alors que la ensuite- première année, c'était l'inverse. Alors mais, que la première année, on ça a va, vite, c'est important. vite vu que la touche féminine de salle en cuisine elle a su apporter sa patte. Et aujourd'hui, le retour que j'ai en salle, dès que des clients viennent, on a une petite touche, genre les assiettes sont belles. Il y a des saveurs de fou que moi, j'avais pas ce talent-là la première Je année. dirais plutôt que du coup, les seules choses qu'on s'attribue, c'est ça. C'est vraiment quand la cave est ouverte, Arthur sert, je prépare. Mis à part ça, ça s'arrête là. Ok. C'est-à-dire que s'il faut appeler le comptable, c'est tous les deux. S'il faut appeler un fournisseur, c'est absolument tous les deux. S'il faut refaire la carte, c'est tous les deux. Il n'y a pas de choses qu'on fait mieux l'un que l'autre et où on se dit, oh, ce serait mieux que ce soit toi ou mieux que ce soit moi. Parce qu'en fait, on a grandi. La com. La com. À part les stories. Non, on a grandi ensemble pour la cave. Ouais. Vraiment, on a fait les démarches tous les deux pour la cave, donc on peut pas se répartir les tâches. Bien sûr, ouais. Oui, il y a des Mais c'est une fois où force on a d'être à chacun. deux. Mais Parce que, voilà. oui, c'est la meilleure des forces. Je dirais même que respect à toutes les personnes qui tiennent un commerce tout seul parce que, comme il vient de le dire, tu dois être multicasquette quand tu es à la tête que ce soit une grande ou d'une petite entreprise. Et en fait, finalement, cette multicasquette, quand tu peux la partager avec quelqu'un, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance. Mais Et respect à tous ceux qui le font tout seul. Surtout quand on a lancé le truc, moi je me revois ma mère qui me dit tu verras quand tu auras ta boîte, tu t'es jamais en vacances, enfin tu penses tout le temps à un truc. Et en fait c'est vrai que au début on était un peu en mode poète à lancer le truc, et en fait quand tu y repenses, eh ben le soir tu te dis putain j'ai commandé mon jambon, tu te couches et en fait Ça tourne, t'as ça tout le tourne, temps ça le cerveau, le matin tu te réveilles, ah putain faut aller au marché chercher des fruits et légumes, le soir t'es dans ton sommeil, tu dis merde la commande Soviago, Ouais. en fait t'as le cerveau, il est tout le temps Il est tout à le temps, 10 000 ouais. à l'heure à penser aux petits détails qui peut te mettre dans le jus si tu oublies une commande ou voilà. Plein de petits trucs, Voilà. ouais. T'as pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Ok, donc là, on a fait un petit tour sur comment ça se passait la gestion, comment ça se passait derrière, comment ça se passait entre vous. Arthur a dit que sur le fait de travailler en couple, la journée, on essaie de mettre ça de côté, des petits bisous en cachette en cuisine, mais vraiment, on essaie de rester le plus pro. Donc, ça va, vous arrivez à gérer ça sur une journée, le fait de travailler en couple, c'est comment? C'est assez drôle parce que pour nous, Roméo et Juliette, les gens, pour eux, ça a l'air évident qu'on est ensemble. Et Ouais. pourtant, la remarque qu'on se prend le plus, c'est « Ah, mais c'était trop chouette de travailler en tant que frère et sœur. » Ce qui m'a l'air pas du tout cohérent quand tu l'entends et que je le dis comme ça à voix haute. Ouais. Pourtant, c'est vraiment une remarque qu'on entend tous les jours. Ok. Ah, mais vous vous Pas tous les jours, mais ressemblez. c'est vrai que quand même souvent. Ok. Pourtant, c'est quelque chose qui vraiment me l'air... Pour moi, m'a l'air absurde. Forcément. Mais comme quoi, tu peux travailler en étant proche ou en étant de la même famille. Ok. Et ça se passe très, très bien. Tant mieux. Une journée ici, ça se passe comment? Comment ça se passe? À quelle heure vous ouvrez? Les horaires? Une Alors, journée typique, c'est quoi pour vous? Au travail. je dirais qu'on a 2 journées différentes. Ok. Donc, on arrive quand même ensemble le matin. Nous, on est l'un des commerçants dans notre quartier de la rue à arriver, les commerçants qui arrivent le plus tard de la rue, puisqu'on est ceux qui se situent très proches du marché, les gens qui arrivent à 6 heures du matin tous les matins. Et nous, on arrive tranquillement à 11h30, enfin à 10h30, pardon. Donc, on est 14 quand heures. même, on est quand même ceux qui arrivent le plus tard. À 10h30, on ouvre la cave. Donc, on a une terrasse qui est pas très grande, mais Arthur la déballe. Je fais quelques mises en place en cuisine, mais tout ce qui est préparation de la nourriture, finalement, je le fais la veille. C'est ça qui nous permet d'arriver tard le matin. Ensuite, C'est un choix. Ensuite, je dirais qu'on s'allie un peu près à tous les restaurants, c'est-à-dire qu'on a quand même ce service du midi, service du soir, Ok. ce qui est pas forcément logique quand tu tiens une cave à vin, parce que plein de caves à vin sont ouvertes toute la journée pour pouvoir vendre du vin toute la journée. Nous, on s'est vraiment dirigé vers ce côté plus restaurant où on fait quand même midi et soir. Ok. Et la coupure nous sauve quand même l'après-midi, parce que quand on fait 7 juillet, août, et qu'on embauche, du coup, on est là, même sur les grosses journées, on s'est fait déboîter la veille, ça, on n'a pas eu le temps de faire toutes les mises en place. Donc, on arrive à 10h. Et en général, quand ça bouge vraiment, on part de la cave, il est 16h30, un bon 16h30, voire 17 sur un gros service. Et on rembraye à 18. On arrête de servir à 11h45 minuit, les clients partent vers minuit et quart. Et en général, il reste toujours du nettoyage, on part de la cave, il est 1h et demie. Ouais.
sur les services où ça bouge. Et du coup, coucher 2h30, réveil 9h. Ouais. Et pour arriver à garder des watts, la pause l'après-midi, Elle fait du bien. ouais, nous sauve. Enfin, se faire du 7-7 continu, 10h, 1h du mat, ceux qui arrivent à le faire, chapeau. Nous, je vois, si on veut garder notre contact client, le smile, le peps, Il te faut cette petite ouais, pause cette petite l'après-midi. pause l'après-midi, d'aller faire un buffalo, une petite sieste, ou regarder le Tour de France en faisant la sieste. Se réveiller pour les 10 derniers kilomètres. Exactement. C'est vraiment pas mal. Ok. Et du coup, on parlait cave à vin. Vous êtes ouvert vraiment le midi et le soir parce que c'est une cave, la cave Roméo et Juliette, Ouais. mais c'est pas seulement une cave. C'est vraiment... Comment vous définirez votre commerce? En Vous fait- définirez ça comme une cave, comme un restaurant? À travers C'est le quoi temps, je pense qu'on change d'étiquette. C'est-à-dire que la première année, on s'est vraiment basé sur cave à vin, cave à picoré. Maintenant, le côté picoré, je trouve pas forcément que ce soit quelque chose de très mis en valeur. C'est-à-dire que ça a été une mode de picorer dans des assiettes, de partager, etc. Et je pense que la mode est de nouveau en train de partir. C'est mon propre avis. Mais la mode est de nouveau en train de partir. Et que du coup, les gens, ils cherchent vraiment quand ils viennent manger, pas forcément que ce soit gros, mais que ce soit gourmand. Et donc, le terme picoré, je voulais un peu qu'on l'enlève. C'est pour ça qu'on est plus passé à bar à vin, bar à manger, parce que tu peux venir manger chez nous comme tu peux venir boire chez nous. Mais on est aussi passé par l'étiquette repère gourmand. On fait, on passe chaque année à une nouvelle étiquette, et je pense que c'est parce que tu t'adaptes que tu vois dans la tête des gens que ça marche aussi. Tu peux pas Vous rester avez votre sur- ligne directrice et vous tournez autour de ça. Exactement. On change un peu d'étiquette tous les ans, et je pense que c'est notre force de changer, même si on change pas du tout de concept, mais c'est notre force de s'adapter et d'adapter ton langage chaque année à la clientèle que tu veux recevoir. Parce qu'on va en parler. Lundi dernier, il y a eu une soirée ici. On est quand même dans une cave. C'était pas très calme, ça. On est dans une cave et ça a fini en DJ set. Eh dans mais la- je vais te raconter l'histoire. Comment ça se fait? Comment C'est ça pas se courant une cave qui fait des DJ sets Non, comme ça. en effet. En gros, ça se commence il y a 4 ans. On ouvre la cave, on est trop heureux. On fait donc n'importe quoi parce qu'on n'était pas du tout au courant de certaines règles dans la commune qui nous interdit de faire du bruit jusqu'à 2 heures du matin quand on le souhaite, parce que c'était un peu quand on voulait, on le faisait. Et donc, on faisait un peu n'importe quoi. On organisait des soirées parce que c'est ton rêve un peu quand t'es au lycée et que tu dis, ah, plus tard, j'aurai un commerce, j'organiserai des grosses soirées, il y aura plein de gens qui viendront. C'est un peu ton rêve quand t'es gamin. C'est un peu, ouais. C'était le mien en tout cas, et quand on a ouvert la cave, je me suis dit go, et Arthur me dit à ce moment-là, ah, j'ai un copain, j'ai grandi avec lui depuis toujours, donc on va le mentionner, c'est la Boub, notre fameux DJ attitré, et à la Boub, à ce moment-là, commençait, si je dis pas des bêtises, un peu aussi. Il avait eu le pied Et, à l'étrier chez ma mère. Ouais. Chez Simone a mixé sur YouTube. Ça a lancé le truc. Et il commençait un peu, il n'était pas le DJ qu'il est aujourd'hui. Et donc, du coup, on se dit, bon, bah, on va organiser l'anniversaire d'Arthur dans notre propre cave et on va mettre un DJ et les gens vont danser et ça va être chouette et ça va être qu'une fois. Enfin, c'est ce qu'on disait, ça va être qu'une fois. Et au final, Boubou lance son set, on danse tous. C'est le feu. Et là, c'est le feu, mais c'est aussi un peu une réalisation de quelque chose qu'on n'avait pas trop réalisé. C'est-à-dire que tout à coup, on accueille plein de gens, enfin, plus de gens qu'on ne le pensait. Et je me rappelle ce soir-là, le matin, Arthur vomit de stress. Moi, le soir, je m'évanouis. Si. Non, c'est pas ce soir-là. On en reviendra après. Je m'évanouis et en fait, tu t'y attends pas trop, je pense. Je pense que tu t'y attends pas trop quand tu dis, ah, on fait ça pour le fun et tout. Et qu'en fait, ça prend. Et que ça prend à l'ampleur de les saisonniers en parlent entre eux, tu vois. Et donc là, t'es trop content. Tu peux pas réagir autrement. Et le lendemain matin, quand la municipale vient, comme quand il y a trop de bruit, c'est arrivé ça ou pas? Nous, on a eu beaucoup de chance parce que la municipale, la première année, est pas souvent venue. C'est vraiment la deuxième année où ils nous ont gentiment convoqués en réunion bien avant. Ils ont fait les choses très bien. Ils nous ont dit, en fait, ce que vous faisiez l'année dernière, c'est interdit. Donc, si cette année, vous vous engagez dans une deuxième saison, ce serait cool de respecter les règles que tout le monde respecte sur la station. Okay. Et c'est ce qu'on a fini par faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les dates les plus importantes à la cave, c'est le 13 juillet et le 14 août. On n'a jamais voulu, même si on est une cave et que les caves ne font pas de DJ set, laisser tomber ce truc-là à l'eau parce que la première soirée qu'on a organisée avec la Boub, qui depuis a bien grandi et qui nous aussi ont bien grandi, en fait,
j'ai envie que ça perdure dans le temps. Que... Non, surtout, on a réussi à créer 2 événements, les veilles de jours fériés, qui sont, je pense, aujourd'hui incontournables pour nous. Pour nous, et aussi pour les gens à Montalivet. Genre, quand ils arrivent, c'est genre, ils disent, putain, 13 juillet, 14 août, c'est le feu, la cave. Ok. Genre, on a réussi à créer un truc, je pense, les En tout gens, cas, on essaye. C'est des dates qu'on met sur le calendrier. Sur le calendrier, et il y a un paquet de saisonniers qui veulent pas les rater parce que c'est le feu, le lieu est cool, c'est un open air, Boubou, il met du bon son, Donc vous avez vraiment réussi à créer tout un truc autour de ça, en se limitant sur les dates pour justement, Ouais. moins on en a, plus on les attend. aussi. Peut-être aussi. Ça ouais. fait la rareté Peut-être aussi. le fait d'en avoir que 2. Après, c'est quand même un taf de fou parce que on travaille le midi, on a l'événement le soir, Ouais. et le lendemain midi, on est On là attaque, pour servir pour la cave, pardon. Et donc, on débauche le temps de tout nettoyer, on part de là à chaque fois, il est 5 heures. Et le On voit lendemain, les marchands arriver. à 9h30, on est là au mail. D'habitude, on est justement les derniers à arriver, donc on arrive à 10h30, comme je l'ai dit tout à Vous êtes l'heure. aussi les derniers à partir, c'est Et là, on est les derniers à partir et on voit les huîtres arriver le matin et on se dit ça va piquer. Là, ça va piquer, quoi. on se réveille dans 1h30, 2h. On est sobre, on sort pas du Ouais. Pénélope. Faut aller se reposer. Ok, donc là on a fait le 13 juillet, prochaine date le 14 août. Ouais. Exactement. Comment vous appréhendez ces soirées-là? Est-ce que ça se fait, là on parlait de malaise, de petits vomis de stress? Moins de stress maintenant parce qu'on est rodé, je pense. Mais T'es jamais c'est rodé à 100%, tu sais pas ce qui peut t'arriver, mais moins de stress. Je dis pas qu'il y en a pas. c'est vrai qu'avec le temps, tu prends en expérience et tu essaies de faire les choses de mieux en mieux chaque année. Tu sais qu'il y a des choses que tu peux toujours améliorer. On a des copains tous très très proches qui nous aident beaucoup en fait à nous améliorer aussi. Et je pense que du coup, maintenant, on a moins de stress. Mais ça reste très stressant parce que tu sais pas. Et je pense que le stress chez nous se dirige vraiment par le OK, il va y avoir des gens. OK, je veux pas les décevoir parce que j'ai envie que ce soit trop cool, tu vois. Ok. Et c'est plus ce stress-là qui finalement se transforme en adrénaline. C'est un bon stress, ouais. Que tu vas te donner à 100% et que tu as trop envie que les gens passent du bon temps parce que tu te rappelles de toi au lycée qui disait putain, j'organise une soirée, tu vois, et j'ai envie que genre ma soirée soit cool, tu vois. Vous avez des anecdotes à nous raconter sur ces soirées ou sur autre chose? Des choses qui vous ont marqué pendant ces 4 ans? Est-ce qu'il y a des choses? Moi, je pense que le truc qui m'a marqué le plus. De toute façon, on a fait quand même un grand tour de l'histoire de la cave. Est-ce qu'il y aurait des petites choses là, si on devait en dire quelques-unes qui ressortiraient plus que d'autres? Là, j'en ai une qui me vient comme ça. Je me rappelle le premier soir d'ouverture de la cave. Ok. Genre vraiment, ce boule au ventre que j'avais, tu sais, à vouloir bien faire. On a ouvert un jeudi soir. Ok. Parce que mon grand-père, depuis toujours, nous a dit, on n'ouvrira jamais un commerce le vendredi. le vendredi. Donc, ma mère nous a dit, si vous voulez pas contrarier papy, ouvrez un jeudi. Et au final, on s'est dit, on va ouvrir un jeudi. Au final, quand on ouvre un commerce à Montalivet, tous les commerçants, tous les gens du village soutiennent. Donc, on a ouvert le jeudi. Au final, carton, du monde partout, le feu. Sauf qu'il fallait préparer. Et je me rappelle, on était en cuisine tous les deux, tellement au taquet qu'on ne mange pas de la journée. Le service commence, noir de monde, musique à fond, ça danse, l'ambiance, tout. Et là, au bout d'un moment, je commence à devenir tout blanc, les frissons, trembler, partir dans les toilettes. Voilà. Et là, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais tellement mis la pression toute la journée. Tu te mets tellement de la pression quand tu Tellement le stress, en fait, de vouloir bien faire et de pas vouloir décevoir, mais surtout qu'au final, une réputation, si tu mets du temps à te la faire, mais ça va très vite à perdre. Et dans l'expérience que j'ai, un commerce, si tu rates le lancement, ça jase vite et ça te fait une image un peu moins bonne. Et ça me tenait vraiment à cœur que les gens qui venaient pour notre ouverture, ça se passe bien et les gens se disent putain, on était à la caviar, ils ont vraiment fait un truc bien les petits jeunes. Donc au final, gros stress, moitié malaise pendant le service, celle qui m'emmenait de l'eau, j'étais vraiment pas bien et après j'ai mangé un peu de sucre, de l'eau, j'ai repris un peu des watts et c'est reparti, mais vraiment je me revois ce stress de l'ouverture. Ouais. Là maintenant, ça t'est arrivé de leur avoir après ou pas? Bah, les premières soirées du 13 juillet 14 août après sur les premières années, là maintenant on est rodé, on s'y prend vraiment à l'avance 3-4 jours avant pour lancer le truc, donc ça va, on le gère mieux ce stress. Mais les premières saisons de la cave et surtout l'ouverture, le stress de malade.
Ah ouais. Enfin, moi, Mais c'est ça, je pense l'anecdote. que tous les commerçants que tu intervieweras, ils se souviendront pour toujours de leur première journée. C'est un stress qui te marque, en fait. Ok. Ouais, c'est quelque chose que tu réalises quand même. Genre, surtout quand c'est ton premier commerce, tu peux pas te fier à autre chose ou faire en sorte que c'est la première fois, quoi. Et toi, Sam? Je pense que des anecdotes, je peux en raconter 10 000. Et Le stress comme Arthur, est-ce que tu l'as eu? Oui. Et je Autant pense ou pas? que autant, et je pense que même, alors pas le jour d'ouverture, mais pas aussi intense que ce qu'Arthur, mais je pense que Il fallait quelqu'un pour tenir la maison. Ne non, pas faire de malaise. non, on avait de la chance, on était bien aidés quand même, et on est encore toujours bien aidés, mais ouais, t'es toujours un peu stressé, pour bien faire finalement. Et en termes d'anecdotes, t'as quelque chose, toi, qui te vient à l'esprit? J'en ai plein, et je sais même pas par où commencer parce qu'elles ont un rapport de loin ou de près avec la cave, mais ouais, des choses, on t'en voit forcément quand t'es là-dessous. Enfin, c'est grand à dire, mais quand t'es là toute la journée, Ouais. des gens t'en voient passer, des choses t'envoient des trucs rigolos ou moins rigolos. Il y a toujours des trucs, à raconter. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent, on va dire, qui peuvent venir changer votre humeur? Est-ce Oui, qu'il y a des choses qui vous atteignent pendant le service, avant le service? je pense que Est-ce que vous avez vos petits trucs, genre, Oui. j'ai pas eu ça ce matin, ah, non, ça... je pense que c'est pas comme ça que je le Ou alors définirais. j'ai bu mon café, je vais passer une bonne journée. Est-ce que vous avez des... Non, alors tous les deux on boit pas de café, mais pour nous booster, je pense que la meilleure chose, c'est qu'en fait, on est entouré ici de voisins qu'on adore, que ce soit les gens du marché, que ce soit nos voisins mitoyens des deux côtés ou un peu plus loin. Et je pense que ce qui fait qu'on passe une bonne journée à la cave, de nous deux, c'est Arthur qui est le plus taquin. Ok. Et ce qui peut... Je chambre vite. J'ai la chambre facile. Ce qui en fait est le plus drôle, c'est que je pense qu'on peut créer des anecdotes tous les jours ici. Ok. C'est-à-dire qu'on a nos voisins qui sont des petits enfants comme qui sont des grands adultes, qui passent à peu près tous les jours au moins nous dire bonjour, et c'est la taquinerie, je sais pas Ouais. si ça se dit, qui fait qu'on va passer une bonne journée. Ça reste toujours dans la gentillesse, mais c'est des choses qui nous font rire tous les matins, qui nous font rire nos voisins tous les matins et qui deviennent une habitude à se faire rire mutuellement tout le temps. Et c'est ça qui est vraiment... Toujours un petit grain de folie. On arrive le matin, on croise les copains, on sort une vanne, on arrive, on a le smile. Et surtout, on aime ce qu'on fait. Du coup, on arrive à la cave avec le sourire Avec le et sourire, ouais. l'envie Et de bien faire. Je pense que le fait que... Ouais, je pense c'est exactement ça. C'est bien décrit. On va venir maintenant à parler un peu de Montalivet, d'ici. On l'a déjà dit, vous êtes en bout de rue principale. Donc à la fin ou au début, ça dépend par où on commence. Si on commence par l'océan, on est à la fin. Sinon, on est à côté du marché. Est-ce que vous avez un rapport particulier avec Montalivet, ou c'est vraiment une ville où c'est pour le commerce, vous avez décidé de vous y installer? Est-ce que pour vous, ça représente quelque chose? Pour moi, Montalivet, c'est un peu comme un deuxième départ. Mon premier départ, ça a été le déménagement en France, dont j'ai au final remarqué beaucoup parce que ça a changé toute ma vie. Mais j'étais très très jeune et avec mon frère, on était tous les deux très jeunes. Donc, tu peux pas trop te dire que c'est un réel départ parce que je suis vraiment tes parents. À l'inverse, Monta, c'est de nouveau un déménagement pour moi, mais un déménagement où j'avais donc du coup 17 ans. Et à 17 ans, tu fais tes choix, tu crées tes potes, tu suis plus tes parents. Ouais. Donc tu trouves ton propre logement, tu fais ci. Donc c'est vraiment un départ. En fait, je pense que tout le monde peut comparer ici. Quand tu sors du lycée et que tu vas faire tes études, bon, chez nous, c'est principalement Bordeaux, mais ça peut être une autre ville, tu vas pour t'installer pour la première fois toi-même. Et cette ville-là te marque forcément parce que c'est ta ville d'études. C'est un peu ça pour moi, Montalivet. C'est vu que j'ai pas fait d'études et que je suis pas allée m'installer à Bordeaux, quand je suis venue m'installer à Monta, ça a été un peu le départ pour moi, au lieu d'être le départ pour toute ma famille. Alors que ma famille est là, mais t'as quand même ce côté... Toi, maman était en face. Voilà. En ayant grandi à Soulac, tout était loin, le camping était pas l'ensemble, donc je partais à vélo à chaque fois pour le sortir. En ville, genre c'était une épreuve à chaque fois d'aller à Soulac pour sortir. Et en arrivant à Montalivet, découvrir cette proximité de tout en fait. Vivre dans le centre, tout faire à pied, à vélo, jamais prendre la voiture.
Et surtout cette ambiance que Montalivet a, et je pense qu'il y a nulle part ailleurs. Les commerçants sont hyper bienveillants. Je pense que tu tombes vite amoureux de Monta. Ouais, franchement, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'entraide aussi. Les gens, ils tombent amoureux de Monta. Que tu sois touriste, ou que tu sois commerçant, que tu sois saisonnier, ou peu importe le statut que tu as, tu kiffes. Monta, tu vois bien, les gens, ils t'adorent, ils sont amoureux, ils sont là une semaine, mais ils aimeraient en rester deux, ils sont là un an, ils aimeraient en rester trois. L'océan, les pieds dans l'eau. Exactement. Un rapport C'est quand même particulier la avec belle vie l'océan. qu'on a ici. Comment? Un rapport particulier avec l'océan? Parce qu'on est quand même une station balnéaire. Moi, j'ai grandi dans l'eau. Ouais. Enfin, surtout dans le monde du vent. Ouais. Même si aujourd'hui, le vent, c'est pas trop mon truc, je préfère largement le soleil. T'as toujours cette proximité avec l'eau quand tu l'as connue une fois. Et tout le monde le dira, quand t'as habité au bord de l'eau, tu peux pas aller habiter dans les montagnes. Après, c'est rare les gens qui switchent d'un coup. Quand t'as grandi ici, voilà, la culture médocaine est quand même assez ancrée dans le coin et c'est vrai que moi je me vois pas vivre ailleurs. Pourquoi pas partir et pour mieux revenir, mais ce rapport à l'océan, que ça soit pour faire des sports nautiques, aquatiques, le surf, la plongée, aller pêcher, la pêche, voilà. Je te dirai pas mes points d'ailleurs. Vas-y, un seul, non? T'as pas un petit peu en tant GPS pour nous? En tant qu'anecdote, 45-12 et je m'arrête. Non mais on a quand même un coin qui est très préservé. Certes, juillet, août, il y a du monde, mais voilà, les meilleurs mois pour tous les saisonniers, tous les commerçants, C'est mai, l'avant, juin, après-saison. septembre, octobre, on est peinard. Il y a des vagues de fous. Faut pas trop le dire d'ailleurs, faut pas trop le dire à la caméra. Non, mais Pas de vague ici, pas de vague. on est quand même bien ici, que ça soit pour aller chercher les champignons, aller l'hiver à la tonne. À la tonne avec les copains, même si c'est pas pour chasser, plutôt pour manger une bonne côte de bœuf entre amis. Voilà, on a quand même un lieu très sympa où on est heureux. Quand on s'en va en vacances et qu'on revient, on est toujours aussi content. Et voilà. On s'y sent bien, on y vit bien. Ouais. Et le rapport à la saisonnalité, c'est quelque chose qui vous impacte beaucoup ou en soi pas tant que ça? On a grandi là-dedans. On a grandi là-dedans. Je peux parler pour Arthur pour cette fois-ci. En fait, on a connu que ça. On a tous les deux connu une enfance où tu vois tes parents l'hiver et où l'été. Moi, j'avais une fille au père et je l'ai eu toujours. Chaque année une différente. Et en fait, c'est logique. Donc, quand on me parle, et je le sais depuis toute petite, quand t'es au lycée, on te dit, tu veux devenir quoi plus tard? Et toi, t'es là en mode, taf que la moitié de l'année. Et on te dit, mais ça, t'es folle. Ça n'existe pas. Surtout que moi, je suis dans le Nord-Blayais, on était les seuls saisonniers. C'était pas du tout un truc balnéaire ou quoi que ce soit. T'avais pas ce rapport à la saison. Donc, quand je disais que mes parents, ils bossaient pas l'hiver, mes potes, c'était là, mais t'es blindé. Comment ils peuvent pas bosser l'hiver? C'est que t'es forcément blindé. Non, t'es pas blindé. C'est juste que tu enchaînes fortement une certaine saison et donc moins l'autre. Et c'est pas lissé sur l'année. Et les gens ici le savent. Et c'est pour ça que t'as même pas besoin de te décrire. Mais c'est vrai que genre, quand j'entends mes copains à l'année, et on a souvent ce débat, est-ce qu'on travaille à l'année ou est-ce qu'on travaille à la saison? Qu'est-ce qui est le mieux? Il n'y a pas de mieux. Il faut juste que tu trouves. Tout le monde, je pense, tout le monde n'a pas la niaque de travailler pendant 2 mois d'affilée, 7-7, à faire des heures de fou, alors que c'est les plus beaux mois d'ici. T'as pas tes week-ends, alors que, à l'inverse, certaines choses, et ça, on va pas rentrer dans ce débat-là, travailler à l'année t'offre un confort que tu peux peut-être pas trouver en saison. Donc, je pense que chacun devrait... Quand il y a match, là, on est en pleine Coupe du Monde. Quand il y a match Côte de Bœuf avec les copains pour regarder le match, eh ben, on n'est pas là. Tu dois passer à côté. Mais les copains viennent chez vous maintenant. Oui, aussi, ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage d'avoir une carte qui fait à manger quand même. Voilà, c'est vrai. Non, c'est chouette. Non, vraiment, c'est chouette. Mais je pense que chacun trouve chaussure à son pied. À ce niveau-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat sur ça, Non, chacun doit faire ce dont il a envie. On va finir sur ces belles paroles. Merci Juliette. Merci Roméo. Merci Jules de nous avoir accueillis. Merci à vous. Venez à la cave, manger un bon petit plat, boire un bon petit verre de vin, que ce soit rouge, blanc ou rosé. Exactement. Et même du jus de raisin. Et même du jus de raisin. Et oui, ce n'est pas du vin. Il est 8h30. Non. Bon, allez, parfait.